J'avais des maux de tête, comme tu dis, mais il n'y avait pas que ça. Je pouvais faire aucun effort physique. Je voyais flou le soir. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est impressionnant. Je le vivais pas mal, enfin, j'étais pas inquiet pour ma santé. Et encore que, pas dans l'immédiat, on va dire. Mais c'est vrai que je me pose la question, je dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? En fait, je ne voyais pas de sortie. Et je crois que c'était ça le plus dur, entre guillemets, c'est que ça avait été un choc comme un autre, presque, j'ai envie de dire, mais qui a eu des conséquences longues. Et surtout, je n'avais pas de délai, je n'avais pas de sortie de ce moment-là, jusqu'à se poser la question, voilà, de dire, mais il faudra peut-être que j'arrête. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un ancien rugbyman toujours en activité. Troisième ligne, il a explosé au plus haut niveau dans le club de sa ville, Montpellier, avec qui il a remporté une Coupe d'Europe, un bouclier de Brennus l'an dernier et obtenu 6 sélections avec les Bleus. Il défend aujourd'hui les couleurs de Perpignan. Je reçois Kélian Galtier. Bonjour Kélian. Salut, bonjour à tous, bonjour Anthony. Comment ça va ? Ouais, très bien, en forme, hein, dans cette dernière ligne droite, on va dire, de la saison. Tout va bien. Tout va bien. Avant de démarrer, je rappelle que vous pouvez vous abonner aux pages Instagram, Facebook, Twitter et à la chaîne YouTube d'En Terrain Conquis. Ceci étant précisé, on va pouvoir démarrer et attaquer dans le vif du sujet. Et d'abord, si tu le veux bien, je vais synthétiser ta carrière sportive. Oui, bien sûr. Carrière qui démarre chez les professionnels à Montpellier en 2011. Tu as alors à peine 19 ans. Le MHR club où tu t'es révélé et avec qui tu es resté longtemps fidèle puisque tu as évolué en équipe première jusqu'en 2022. Tout à fait. 11 ans de bons et loyaux services donc, ponctués par une Challenge Cup en 2016 et un titre de champion de France la saison dernière. 2016, je le disais, année décidément particulière puisque tu obtiens cette année-là ta première sélection chez les Bleus contre l'Argentine. Tu en auras 6 en tout entre 2016 et 2018. Tu as quitté le cocon montpelliérain la saison dernière et tu portes aujourd'hui le maillot de l'USAP. Est-ce qu'on est bon jusque-là ? Oui, on est bien, tout est bon. Excellent, du coup, si ça te va, on va remonter avec toi le fil de cette carrière et repartir au tout début. Pour toi, le rugby, c'est une affaire de transmission puisque ton papa était également joueur. Oui, entre autres, mais au-delà de ça, je suis issu d'une famille très sportive. Ma mère était professeure de PS agrégé et professeur en faculté. Mon père, donc oui, a pratiqué le rugby, notamment à Montpellier pendant de nombreuses années. Et en fait, le sport dans notre famille est quelque chose d'essentiel, quoi. On a toujours vécu avec ça. Et donc, j'ai pratiqué de nombreux sports avant d'atterrir dans le rugby, mais c'est là-dedans que je m'y suis plu et que j'y suis resté. Ouais. On va dire que j'avais la morphologie qui correspondait aussi. À quel âge tu as démarré le rugby ? 9 ans, non ? Ouais, c'est ça, 9 ou 10 ans, 2001-2002, il me semble, par là. Donc, assez tôt, hein, quand même, malgré tout. Mais comme je l'ai dit, voilà, j'ai fait plein d'autres sports. Je suis un fan de vélo, par exemple. Donc, Tu voilà. faisais du vélo ? Pas en club, mais j'étais un grand fan de Tour de France. Et puis, c'est devenu même une passion sur l'ensemble de la saison cycliste. Et j'en fais aujourd'hui encore, mais dans les périodes de coupure. Voilà, parce qu'on n'a pas trop le temps, sinon. Tu es de 92, donc dans ton enfance, tu devais être sur du Lance Armstrong, là. Exactement. Ben, on le dit pas trop, mais oui, Ouais. mais c'est lui qui m'a fait trop aimer le vélo. Ouais. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Alors pour le rugby, tu as donc démarré à la célèbre école du Pic Saint-Loup, à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier. Célèbre parce qu'elle a envoyé de sacrés joueurs, hein, quand même. En top 14, on pense évidemment à François Trinduc, à Fulgence Ouedraogo, Louis Picamol, Julien Thomas. Non, alors non, justement, j'en profite, je précise. Parce que Louis et Julien ne sont pas issus du Pic Saint-Loup. Et ils y tiennent d'ailleurs aussi. Hein. Louis était à Montpellier et Julien était plus côté Vendargue. Non, on est 4 issus du Pic Saint-Loup, donc François et Fufu et Geoffrey Numéro. C'est la petite précision, souvent les gens font l'erreur, mais voilà, on y tient. Ben, la précision est On a faite. tous tout donné pour Montpellier, et c'est surtout à Montpellier qu'on a fait évoluer et fait nos carrières. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait cette école de spécial quand même ? Parce que c'est une petite école de rugby et au final ça arrive à envoyer des champions. Oh, il y a plusieurs facteurs, mais il y avait quand même un esprit. C'était vraiment comme tu dis, une petite école où on était là pour s'amuser entre guillemets. On avait des gens qui nous transmettaient leur passion, qui était le rugby. Et j'ai croisé de superbes personnes, et notamment il y avait Catherine de Vautour, qui était la présidente, qui insufflait ça, qui y tenait. Et après, voilà, j'ai entendu parler. Je crois qu'il y a un jeune moins de 20 qui joue à Aix-en-Provence maintenant et qui est issu du PIC aussi, je crois. Donc ça continue, tant mieux. Est-ce que, comme beaucoup de troisième ligne qui ont du talent et finissent pro, tu as joué 10 en jeune ? Alors non, j'ai assez rapidement joué troisième ligne parce que j'ai compris que jouer derrière, c'était pas intéressant. Ça te plaisait pas trop, ouais. Tu joues, je crois, jusqu'à 15 ans.
au Pic Saint-Loup. Est-ce que Ouais. tu as toujours eu l'ambition de devenir rugbyman pro ou est-ce que c'est venu un peu sur le tard? Non, rapidement, ouais. Dès que j'ai commencé le rugby, même très tôt, même dès que j'ai commencé, j'avais cette ambition de vouloir être sportif professionnel. Voilà. Dans ma vie, c'était vraiment une volonté, une envie de vivre ça parce que j'étais passionné de ça et que vivre ces émotions-là, c'est ce que je voulais. Et j'ai eu la chance d'y arriver parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus et j'en profite encore aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Tu quittes une très belle école de rugby pour un très bon centre de formation, parce qu'à cette époque, Montpellier est Ouais. réputé pour sa formation. Tu as d'ailleurs gagné quelques titres en jeune, je crois, hein. Ouais, quelques-uns, ouais. Bon, en tout cas, 3 majeurs hein, dans toutes les catégories, donc soit un cadet, Réchelle, Espoir, et aussi avec les sélections de l'époque. Et j'en passe, il y a eu des GNNSS, enfin bref, on avait une très belle génération à Montpellier, et comme tu le dis bien, Montpellier était un très bon centre de formation. Et bon nombre de joueurs ont fait leur carrière, pas forcément au club, mais ont évolué en Pro D2 et Top 14, donc c'était signe de la force de ce centre de formation. Tu intègres aussi Marcoussis, tu joues avec les équipes de France de jeunes, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est Fabien Galtier et Eric Béchu qui te donnent les premiers ta chance chez les professionnels en 2011. C'est la saison Ouais. juste après la finale. Ouais, exactement. Bah, c'était une saison où ils sortaient d'une année incroyable et surtout c'était une saison Coupe du Monde. Donc voilà, on avait été lancé dans le grand bain parce qu'il y avait quelques absents, notamment à Montpellier, à mon poste. Ben, Fufu Drago n'était pas là, Mamouka Gorgodzi n'était pas là. Donc c'était une opportunité. Après, non sans mal hein, parce que le passage de jeune à professionnel, il y a souvent un gap important, mais voilà, s'il y a que le travail et à force de s'accrocher, quoi, on a réussi petit à petit à grimper les échelons. D'ailleurs, j'ai lu une interview où tu disais que tu as mis 2 ans à t'adapter vraiment Mhm. au niveau professionnel. Ouais, C'était ouais. c'était plus technique ou Mais plus physique? bon, il y a les deux, mais c'est quand on est jeune, on évolue à un bon niveau, mais on est juste avec des gens de notre génération en fait. Mais lorsqu'on bascule chez les professionnels, ben, vous avez 15 ans de génération ou des gars qui étaient les meilleurs à leur âge, et surtout vous avez une exigence, c'est-à-dire que vous avez un rendement obligatoire, un besoin de performance parce que vous êtes professionnel. Et qui plus est, voilà, les entraîneurs de l'époque étaient déjà très exigeants, avaient de l'ambition et ils n'avaient pas le temps de, si vous voulez, il fallait réussir de suite. Donc il y a cette conscience à prendre quand même quand on passe de jeune à professionnel, c'est qu'il y a un rendement immédiat nécessaire et que il faut s'y être préparé et souvent c'est ça qui manque un peu. Tu côtoies ce vestiaire professionnel, tu arrives dans ce vestiaire. Il y avait des joueurs que tu badais un peu plus que d'autres. Tu as parlé de Mamouka Gorgodze, qui est quand même une référence à ton poste, mais Fulgence Ouedraogo, qui vient du même club que toi. Enfin, j'imagine il y avait quelques joueurs comme ça que tu regardais un petit peu. Bah bien sûr, bah les deux en l'occurrence, oui, ils sortaient une saison incroyable et je pense que Mamouka à cette époque-là était le meilleur troisième du championnat et Fufu était l'icône du club. Donc oui, c'était forcément impressionnant de les côtoyer, mais aussi important dans l'évolution, dans la façon dont ils travaillaient, dont ils concevaient ce métier. Alors j'aime pas se dire ce mot, mais c'était des joueurs qui étaient en sélection, enfin voilà, qui étaient à un très haut niveau. Et c'était bénéfique, voilà, de pouvoir profiter de ça. Donc bien sûr que lorsqu'on rentre dans un vestiaire, lorsqu'on est jeune, il y a une forme d'appréhension et de discrétion à avoir aussi. Il faut savoir rester à sa place, mais tout en essayant de bousculer la hiérarchie. Tes débuts sont marqués aussi par la maladie foudroyante qui a emporté Eric Béchu. Est-ce que c'est un épisode qui a marqué le jeune homme que tu étais? Et Eric, j'avais côtoyé les 6 premiers mois, et c'est vrai que bon, comme j'ai dit, ils étaient très exigeants avec Fabien Galtier. Bah, surtout, ils sortaient d'une finale, donc il y en avait un début de saison un peu compliqué. Quand tu es jeune, tu forcément, et ils vont pas porter énormément d'attention sur toi, sauf que j'avais pu lire dans un article, c'était Midi Olympique, je crois, bon, sans le citer, mais où effectivement, il me parlait pas beaucoup, mais il avait laissé dans un article, il disait ben, de Kélian, il a du talent et surtout il comprend tout en les autres, je crois en lui, enfin quelque chose comme ça. Et rien d'avoir pu le lire, c'est 2, 3 mots, hein. Enfin, c'était appréciable, voilà, d'avoir ça. Après, comme je dis, c'était une période où c'était pas facile, où il n'y avait pas de cadeaux. Quand on est jeune, ben, on subissait un peu les choses, Et justement, le mais temps de voilà. jeu, est-ce que ça a été une source de prise de tête pour toi dans tes premières années? Est-ce que tu as envisagé des fois, par moment, de voir ailleurs pour en avoir plus, dans un autre club, la Pro D2 peut-être, je sais pas. Non, tout au long de ma carrière, lorsque j'étais dans les négociations de contrat, je privilégiais à chaque fois le temps de jeu et c'est vrai que après mes 2 premières années, j'avais été sollicité en top 14. Alors bon, il y a la difficulté des contrats espoirs et les indemnités, donc qui était compliqué, mais il y avait eu des options. Après, j'avais commencé, il y avait Mario Ledesma qui était arrivé en suivant et qui m'avait fait confiance, qui m'avait vraiment lancé, on va dire.
Et donc j'étais resté, et après les années ont suivi, et j'ai continué de jouer. Ça s'est passé comme ça. Paradoxalement, je dis paradoxalement parce que en regardant un petit peu tes stats, on voit que ton temps de jeu il monte et il explose après le départ de Fabien Galtier et avec Jack White. Jack White qui n'était pas forcément connu pour faire beaucoup jouer les Français, mais toi apparemment il t'avait à la bonne. Ah, je crois que les coachs ils vous font jouer parce que vous êtes bon. Il n'y a pas de. Enfin, oui, ça s'est passé comme ça. C'était vraiment. J'avais 23 ans, il me semble. Les Fabien Galtier, en fait, je faisais un peu un match sur deux, quoi. Et avec Jack White, c'est vrai que c'est là que j'ai réussi à m'imposer. Et j'étais plus mature et à un âge où j'exploitais mieux mes qualités, voilà, tout simplement. Mais je pense que la place, en général, on la gagne, hein, on vous la donne pas, quoi. Le 13 mai 2016, alors c'est le jour de la finale de la Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe face aux Harlequins. Bah, c'est ton premier titre et c'est forcément un souvenir. Tout à fait. C'était un grand moment parce que on jouait à Lyon, donc un sacré stade, enfin le nouveau stade, et soulever un titre, quoi qu'il arrive, c'est ce pourquoi souvent on travaille, c'est l'accomplissement, voilà, d'un travail qui est fait d'une saison, même d'une carrière entre guillemets. Et c'est vrai que c'était le premier, j'en avais connu chez les jeunes, et d'en regoûter à ce niveau-là, c'est vrai qu'on voyait la difficulté d'y arriver. Et donc c'était forcément un très bon moment. C'était dans une ambiance particulière parce qu'il y avait le cas François Trinduc qui partait et qui n'avait pas pu jouer cette finale-là. On avait beaucoup parlé de la gestion très froide de Jack White. Est-ce qu'à l'époque, ça faisait parler dans le club? Bah, bien sûr, il y avait beaucoup de tensions et que ce soit François, mais il y avait Thibaut Privat aussi, Nicolas Mas. Ils avaient un traitement qui leur avait été réservé, qui n'était pas, comment dire, pas acceptable au vu des joueurs que c'était, de par déjà leur carrière, mais des joueurs à ce moment-là encore au niveau auquel ils évoluaient. Donc forcément qu'il y avait beaucoup d'appréhension, enfin de tension et d'incompréhension. Malheureusement, dans un club pro, quand t'es joueur, ce genre de choses-là, tu les subis aussi, quoi. Alors tu peux en interne faire valoir ce que tu penses, mais à tes risques et périls un petit peu. Ouais, pas trop, quoi. Et je sais qu'on est quelques-uns, voilà, à avoir fait remonter les choses, mais après, malheureusement, ça s'est passé, l'histoire s'est passée comme ça, et voilà, c'est comme ça. La même année, Guy Novès, qui a repris l'équipe de France, doit composer un groupe sans les finalistes, les demi-finalistes du top 14. Et toi, même si ton club a été jusqu'en demi cette année-là, perdu contre Toulon, toi, tu es laissé à disposition de l'équipe de France et tu pars en tournée en Argentine, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, je fais le quart de finale qu'on gagne contre Castres. Et dans la foulée, en fait, Jack White m'a dit que je suis sélectionné. Et il avait accepté de me libérer parce qu'il y avait aussi Vian Liebenberg à Montpellier à cette époque-là, qui est parmi les meilleurs troisièmes que j'ai côtoyé. Donc, on était tous les deux en concurrence et il m'avait libéré parce qu'il avait été sélectionneur. Donc, il comprenait, enfin, en tout cas, il accordait pas mal d'importance aussi aux sélections. Et c'est vrai que pour moi, c'était quand même une belle opportunité de se montrer à un moment comme tu l'as dit, où il n'y avait pas les demi-finalistes. C'était une chance, quoi. Et grâce à cette sélection, j'ai pu derrière continuer à être dans le groupe pendant 2 ans. Alors, sans tout le temps jouer, évidemment, mais au moins, j'ai pu me montrer et ça m'a ouvert les portes, on va dire, de l'équipe de France. Et parce que tu rentres à Montpellier avec un statut d'international. Et c'est Oui. la saison de ta carrière où tu vas avoir le plus haut temps de jeu, 25 feuilles de match, 20 titularisations. C'est un peu voilà l'envol pour toi à 24 ans. Ouais, même si c'est pas ça a pas été ma plus belle saison, mais ça a été une très belle saison, oui, mais j'ai continué et je pense qu'on y viendra sur l'année 2018. Mais bien sûr, c'était voilà, comme je dis tout à l'heure, c'est un moment où je me sentais bien, où je pouvais exploiter toutes mes qualités, j'étais prêt, quoi. Du coup, tu as pu passer sans encombre l'épreuve du barbecue de fin de saison. Alors, je dis ça un peu ironiquement, mais contrairement à certains coéquipiers qui ont appris qu'ils étaient virés sans ménagement à ce moment-là, c'était pas très valeur de l'Ovalie, ça. Non, mais c'était, on va dire, c'est la manière de gérer de la direction du club de Montpellier. C'est sûr que c'est une façon de voir les choses. C'est pas ma façon de voir les choses, mais comme j'ai dit, c'est du rugby pro et c'est comme ça. La venue d'un entraîneur comme Vern Cotter, qui a succédé à Jack White à l'été 2017, ça a changé quoi pour le club et quoi pour toi? Mais Vern est arrivé dans cette période quand même de tension encore. Et je pense qu'on a fait la meilleure saison du club en 2017-2018 avec son arrivée, où on est largement premier au championnat et on chute en finale malheureusement, mais je pense que ça a été la plus belle saison du club. En équipe de France, on va dire que tu es dans le groupe élargi. Et tu tournes autour des fameux 23 qui font la feuille de match. Et en 2018, il y a un événement qui joue en ta faveur.
des joueurs du 15 de France sont sanctionnés après une sortie arrosée en Écosse, dont 2 troisième lignes, Louis Picamol et Arthur Ituria. Et c'est comme ça que tu gagnes 2 sélections de plus. Mais c'est un drôle de contexte. Ouais, je m'en rappelais même plus, mais effectivement, l'histoire, oui. Moi, je sais juste que j'étais appelé et que j'ai joué, voilà, et que ça s'est bien passé, et encore plus l'été qui a suivi, donc ouais. Ça s'inscrit en tout cas dans une saison presque parfaite, tu l'as dit, avec ton club, Montpellier. Vous finissez premier de la phase régulière. Avant de parler de la finale, cette saison-là, tu joues avec un monsieur qui s'appelle Nemanja Nadolo, qui a marqué 25 essais en 26 matchs. C'est rien que de le dire, ça fait tourner la tête. Est-ce que c'est le joueur le plus fort ou le plus impressionnant que tu aies connu en carrière? Non, je dirais pas ça. J'en ai croisé. C'est difficile de comparer au rugby parce que les postes varient, mais bien sûr qu'il a fait partie des joueurs qui ont marqué cette saison-là. En l'occurrence, c'est vrai qu'il était sur un nuage, mais il exploitait. Il s'était bien de l'avoir dans son équipe. Voilà. Je préférais l'avoir avec que contre, et je savais qu'il fallait jouer souvent derrière lui parce qu'il pouvait vous faire jouer dans le dos de la défense. Mais il faisait un concours avec Ashton, il me semble, cette année-là. Je crois que c'est Ashton qui gagne le concours, le meilleur marqueur d'essai avec 25 essais. Mais oui, bien sûr qu'il il nous apportait beaucoup en équipe. Bon, alors si c'est pas lui le plus impressionnant, c'est qui que tu as croisé dans ta carrière? La barre est haute il y là. en a eu plusieurs. Ah, La barre est haute là, parce que là. ouais, non, mais moi, enfin, il y a eu selon les périodes, mais François Trinduc est, je pense, le meilleur 10 et qui j'ai voulu, mais même un des meilleurs 10 français. Il portait l'équipe de Montpellier à l'époque. François Stein derrière et Bismarck Duplessis qui sont arrivés à Montpellier, qui étaient des très très grands joueurs. Mais enfin, je cite ça, mais il y en a tellement. Comme je disais tout à l'heure, Mamouka Aguarodze, Fufu, Thibaut Privat, avec qui quand je suis arrivé, et qui m'a tellement appris de choses, mais même pas que dans le rugby. Ce sont plein de joueurs que j'ai croisés au cours de ma carrière et que je suis content d'avoir croisés, ouais, ça c'est clair. Alors, il y a cette finale contre Castres, où tu es titulaire. C'est d'ailleurs la seule, je crois, où tu es titulaire, des 4 qui a eu Montpellier. Avec ton club de toujours, au Stade de France. Alors, il y a les supporters qui montent à Paris. Comme tu l'as dit, tu avais déjà joué quelques mois auparavant au Stade de France avec les Bleus. Mais là, c'était autre chose niveau émotion. C'est autre chose parce que c'est pas le même contexte. L'équipe de France, on jouait le tournoi des Nations. Là, c'est une finale, quoi. Donc il y a une appréhension différente. C'était pour le club, c'était aller chercher le premier titre du club. Donc il y avait beaucoup de choses qui se mêlaient, qui se jouaient ce jour-là. On a raté la marche. C'est ça une finale aussi, c'est qu'il faut répondre présent le jour J et il faut être capable de tenir son rang, on va dire. Et bon, ce jour-là, Castres a été meilleur. Ça reste aujourd'hui la plus grosse déception de ta carrière. On rappelle un Castres 6e. Vous avez fait la saison de rêve premier et au final, ben voilà, vous chutez à la dernière. Je t'encourage à perdre une finale, tu verras ce que c'est, ouais. Forcément, quand tu sais ce que c'est pour y aller, pour en regoûter une, c'est pas donné tout le monde. Je crois qu'il y a pas mal de mecs qui n'en ont même pas fait. Donc la perdre, c'est sûr qu'on voudrait tous la gagner, mais il y a toujours à gagner un perdant, c'est pas facile à vivre. Ouais. Juste après ça, tu pars en tournée en Nouvelle-Zélande. Comme tout le monde, tu devais t'attendre à ce que ce soit compliqué sportivement. Mais par contre, humainement et personnellement, aller jouer pendant 3 semaines au pays des All Blacks, déjà, ça doit être hyper excitant. Et en plus, voilà, tu joues. Donc, c'est quelque chose qui devait être positif au final. Ah bah oui, aller jouer les All Blacks chez eux, ça c'est sûr que c'est un souvenir gravé. Et surtout que j'avais pas fait le premier match parce qu'on avait fait la finale, mais le deuxième match, on joue à 14 et on fait une belle perf, franchement. Et même à titre personnel, ça s'était très bien passé pour moi. C'est vrai qu'on rentrait avec 3 défaites et mais la tournée, le vivre était déjà bien, enfin, était déjà important pour moi et j'étais bien débrouillé, donc ouais, c'est un bon souvenir. Sans surprise, les 3 tests, donc il y a 3 défaites à la clé, dont la dernière très lourde, 52-11, mais là tu joues pas. Malgré tout, tu ressors de là avec tes 2 premières titularisations en bleu, donc c'est plutôt pas mal, à un an de la Coupe du Monde. Et puis il y a cette tournée de novembre, on va dire très compliquée, où toi finalement tu joues le match qui valait mieux ne pas jouer, hein. C'était le dernier contre les Fidji, tu rentres à 20 minutes de la fin, les Bleus perdent 21-14, ils n'ont pas marqué un seul point en deuxième période, et derrière il y avait eu la grosse colère de Bernard Laporte, on s'en souvient. Est-ce que tu penses que tu as été une des victimes de ce match-là, puisque tu n'as plus jamais été sélectionné ensuite? Non, je pense pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et encore plus en sélection, la place elle se gagne. Donc c'est pas dû à cet événement-là, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été meilleurs après. Et puis voilà. Non, évidemment que ce tournoi avait été difficile, mais quoi qu'il arrive, jouer pour l'équipe de France, c'est important à chaque fois, à chaque moment. Mais voilà, je regrette au pas ce passage. Voilà. Ça reste pas un petit regret de ne pas avoir pu accrocher le wagon jusqu'à la Coupe du Monde? J'ai fait partie des 50, mais je savais que j'y serais pas. Bien sûr que quand t'es pas loin de ça, de vivre un événement comme ça, c'est toujours décevant. Mais
J'avais vu les choses arriver, puis c'était plutôt logique à ce moment-là, cette année-là, l'année suivante, en fait, l'année 2018 est grandiose pour moi à titre personnel, et celle de 2019 avait été pas dans la même lignée. Bon ben voilà, c'est comme ça. Et derrière démarre une période bien particulière de ta vie. Alors déjà le Covid qui arrête tout, les compétitions, mais ça c'est pour tout le Mhm. monde. Et puis des commotions qui t'obligent à t'arrêter. Ouais. Un moment, tu dis j'avais des maux de tête, j'étais mal luné. Ça arrive un moment où la parole se libère aussi pas mal sur le sujet des joueurs qui racontent leurs soucis dus aux commotions. Mhm. Quand ça arrive à soi, ça doit faire un peu flipper quand même, non? Ouais, c'est surtout, je voyais pas la sortie. J'ai passé vraiment 2 mois où j'avais des maux de tête, comme tu dis, mais il n'y avait pas que ça. Je pouvais faire aucun effort physique. Je voyais flou le soir. Alors, c'est vrai que comme ça, c'est impressionnant. Je le vivais pas mal, enfin, j'étais pas inquiet pour ma santé. Et encore que, pas dans l'immédiat, on va dire. Mais c'est vrai que je me posais la question, je dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? En fait, je ne voyais pas de sortie. Et je crois que c'était ça le plus dur, entre guillemets, c'est que ça avait été un choc comme un autre, presque, j'ai envie de dire, mais qui a eu des conséquences longues. Et surtout, je n'avais pas de délai, je n'avais pas de sortie de ce moment-là, jusqu'à se poser la question, là, de dire, mais il faudra peut-être que j'arrête. Donc, Ouais, c'est vraiment venu c'est ça? ça qui a été le plus... Ouais, ouais, ben, à force d'échanger avec le corps médical, s'il n'y avait pas d'évolution, pas de progression dans mes symptômes, parce que c'est la commotion, c'est seulement les symptômes qui vous font dire si vous êtes apte ou pas. On peut faire tous les tests qu'on veut, mais c'est surtout la manière dont on ressent les choses, si on se sent bien ou pas. C'est vrai que j'ai eu 2 premiers mois où j'avais pas d'évolution et c'était très long. Et puis petit à petit, ça a été le temps que ma tête récupère, tout simplement. Et il a fallu donc attendre 8 mois, si ma mémoire est bonne, avant de revenir sur le terrain. Et du coup, tu participes quasiment pas à cette saison très bizarre pour Non, Montpellier, pas loin ouais, de ouais. descendre, mais qui remporte une nouvelle Coupe d'Europe, la Challenge Cup. Comment tu la vis, toi, personnellement, cette période-là, d'être à côté, en marge? Bah, c'est dur, hein. La Coupe d'Europe, j'ai pas joué, donc c'était bien pour l'équipe parce que ça nous permettait de sortir la tête de l'eau et ça avait insufflé une dynamique. Mais c'est vrai qu'à titre perso, tu es un peu à l'écart, donc c'est pas facile à vivre non plus. Mais c'était mieux de vivre ça que les mois d'avant où on creusait notre tombe, entre guillemets. Donc voilà. Et puis, tu as enfin le feu vert pour rejouer. On t'envoie sur une compétition à 7, le Super Hum. Sevens. Et Ouais. là, bon, c'est un peu la période, un peu chat noir. Tu te casses le bras. En Hum. un an, t'as eu le confinement, t'as eu les commotions, les stades vides, les protocoles Covid, tu te casses le bras. Bon, fallait être Ah, ça passionné s'est pas pour... arrêté là, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, non, mais c'était presque un sketch, mais pas drôle pour moi. Mais effectivement, cette compétition, où je m'étais régalé. En plus, le 7, et sur la dernière action, je me casse le bras. Et je reviens 3 mois après, mais je me déchire à l'entraînement l'ischio. Je reviens, il y a les Covid et des matchs annulés. Et au moment où on va pour la semaine rejouer, je devais rejouer, je me déchire les abdos. Enfin bref, ça a été un enchaînement, mais malheureux, mais qui arrive, je pense, dans nos carrières. De toute façon, on est tous à un moment donné blessés à peu près le même temps. Et j'ai eu 10 ans, moi, où je suis quand même passé bien à travers les gouttes, où j'ai eu quasiment peu de blessures, enfin très peu, en tout cas pas grave. Et, Là, t'as tout pris d'un coup, quoi. et là, j'ai tout pris d'un coup, ouais, voilà. Donc, Fallait aimer le rugby pour s'accrocher, continuer et pas ouais, dire, ouais, bon, allez, ouais. c'est bon, hein. J'ai eu 15 mois d'arrêt au final, à peu près. Ah ouais, c'est énorme. En tout cumulé, ça a été, ouais, ça a été très très long. Bah, il faut l'aimer, oui, bah déjà, oui, heureusement, parce que sinon tu fais pas ce métier. Et puis, je sais pas, une envie de revenir aussi, de se dire, ben non, mais ça va pas se finir comme ça, quoi. Oui, bon, parce que t'avais pas 35 ans et que t'étais pas pourri. Bah oui, oui, mais la C'est... question s'était posée avec la commotion et ça avait été déjà dur à encaisser de même se l'imaginer, quoi. Ouais. Dire, ah bon, en fait, non, j'ai pas envie. C'est à ce moment-là qu'il y a aussi une envie de départ qui s'installe chez toi. Tu l'annonces même à ton manager, Ouais. Philippe Saint-André, en janvier. Sans avoir forcément de point de chute d'ailleurs, ce qui est à la fois entre Mhm. guillemets couillu, comme on dit, et fort. Et puis tu dis, il fallait que je parte de Montpellier presque à tout prix. Qu'est-ce qui t'a amené à Ouais. être aussi catégorique dans ta décision? J'étais au bout de l'histoire. J'avais fait le tour de la question, même le club aussi. Je crois que c'était presque d'un commun accord. Je sentais que leur volonté n'était pas plus de me garder, ou du moins dans un rôle qui était secondaire. Et moi, j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre. Durant mon passage à Montpellier, il y a pas mal de fois où j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'ils faisaient, mais après j'acceptais. Et puis là, je suis arrivé au bout. J'ai dit non, mais j'ai envie d'aller voir autre chose, quoi. J'ai fait quand même 12-15 ans dans ce club, parce qu'il faut compter les années jeunes. Et c'était logique, enfin, c'était une décision logique. Comme j'ai dit, c'était au mois de janvier. Je ne me voyais pas continuer parce que j'allais dire, mais je vais continuer, si je reste 2 ans de plus, mais je n'aurais aucune envie, en fait. Et ça, c'est pas ce que je voulais. Et puis, j'avais envie de connaître un autre club, j'avais envie de connaître une autre manière de fonctionner. Voilà, j'étais arrivé au bout de l'histoire et c'est très bien quand ça se passe comme ça, en fait, parce que il n'y a pas de regret, il n'y a pas de frustration. Du coup, tu es parti à Perpignan, comme tu l'as dit, depuis quelques mois.
Comment elle est ta vie là-bas à Perpignan? Est-ce que ça a répondu à ton besoin, à ton envie que tu avais de vivre autre chose? Ouais, complètement, parce que je suis arrivé dans un autre univers, un autre club, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais je découvre plein de choses que j'avais pas vécues dans ma carrière. Et c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Et puis je joue et c'est déjà pas mal. Et en plus, et ce que j'avais remarqué dans cette équipe, et là où je suis pas déçu, c'est qu'on est équipe qui joue. On joue plutôt bien au rugby même, avec nos forces. Et c'est plaisant. Et moi, ça me correspond aussi. Donc c'est super. En parallèle de ta carrière de joueur, qui n'est pas du tout terminée puisque tu n'as que 31 ans, tu mènes une autre carrière de chef d'entreprise. Et ça fait longtemps que Ouais. tu t'y prépares parce que tu as obtenu un Master 2 de management à Montpellier. Ouais. Alors déjà, comment on fait quand on est rugbyman professionnel, avec toutes les exigences que cela implique, pour aller chercher un diplôme aussi poussé qu'un Master 2? On s'adapte. Non, mais on a quand même un peu de temps libre. Alors malgré tout, c'est vrai que il y a souvent beaucoup de fatigue, de la concentration, un peu d'influx nerveux, hein. On est pris par notre sport, mais en fait, dans ma période à l'école de commerce, l'école m'a facilité pour que j'avais un parcours adapté pour pouvoir suivre mon cursus. Je l'ai fait en 5 ans au lieu de 3. Je m'adaptais pour passer les partiels. Donc, c'était quand même bien aménagé. Et c'est ce que j'ai pas regretté, c'est que le fait de sortir de cet univers rugby, j'ai rencontré des gens formidables et qui je suis très ami encore et sur qui je m'appuyais. Donc voilà, c'était ce tout-là qui a fait que j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Cet intérêt pour l'entrepreneuriat, il t'est venu quand et comment? Parce que je crois qu'il est venu assez vite. Ouais, déjà, je suis une nature assez curieuse et j'avais envie d'investir. Voilà, alors on construit souvent son portefeuille, en tout cas son patrimoine, à peu près de la même façon. On va acheter un peu d'immobilier, on va faire tout ça dans le type classique. Et c'est vrai que, ben, notamment, lorsque j'ai commencé à avoir mes sélections d'équipe de France, j'ai réussi à avoir un petit peu d'argent où je me suis dit, ben, j'ai envie de me diversifier et pourquoi pas commencer ce créneau-là d'investir dans des startups notamment parce que c'est un univers que je trouve passionnant. C'est un moyen aussi, alors certes risqué, mais pourquoi pas de rentabiliser et surtout d'être au départ des projets avec un petit peu ce côté ben, compétition aussi, de dire bon ben je vais miser sur le bon cheval ou en tout cas je viens analyser, je viens rencontrer les gens et je vais croire en l'idée ou pas. Et je crois en l'idée et je viens miser dessus en disant ben avec le travail ben on va réussir à obtenir les prévisionnels ou en tout cas les objectifs. Et donc je retrouve un petit peu ce côté excitant, on va dire. Alors c'est pas de la compétition mais de la recherche de la réussite. Voilà. Et ça m'a très intéressé. Et c'est pour ça que j'ai poussé un petit peu plus avec mes associés sur un concept quoi. Avant de développer Factory, dont on va parler, tu t'étais lancé dans des affaires diverses, telles que la restauration, l'immobilier ou le soutien des startups, Ouais. tu l'as dit. Tu as été un hyperactif, en fait. Tu n'as pas commencé petit. Non, tu t'es lancé à fond Ça a là-dedans, été, quoi. ouais, ben ça a été c'est des opportunités. Après, comme je l'ai dit, j'ai toujours bien aimé travailler là-dessus, me plonger dedans et ben, j'ai saisi différentes opportunités qui sont présentées à moi et je m'y suis engagé. Donc oui, complètement. En fait, j'ai pas voulu perdre mon temps, c'est un peu ça, ouais. J'ai voulu profiter de l'opportunité qu'on a. Alors certes, on est sportif professionnel et ça nous prend un temps et une énergie monstre, mais dans les périodes un petit peu plus relax, on va dire, eh ben, je me suis intéressé à ça et ça se passe bien. Donc ça, c'est bien. C'était quoi le regard de tes coéquipiers, voire de tes entraîneurs sur cette hyperactivité externe au rugby? Est-ce que d'ailleurs, on te l'a parfois reproché à des moments où tu étais un peu moins bien? Non. Non, parce que déjà, d'une, je sais me gérer. Et puis après, pour tout dire, je m'entraîne aussi à côté. Je fais des entraînements supplémentaires parce que je sais que j'en ai besoin. Donc, je sais très bien me gérer. J'avais pas forcément besoin, et je le faisais en accord avec les staffs en place. Tu dors pas, en fait. Mais si, normalement, mais Ouais, une c'est heure, vrai quoi. que des fois, ça peut, ouais, des fois, ça peut déborder un petit peu. Euh, Non, mais tout ça pour revenir sur, je me connais, je sais comment m'organiser parce que c'est de l'organisation en fait. C'est pas forcément monstre. Et je prends l'exemple d'Alan Brazo aujourd'hui, nous à Perpignan, qui est devenu docteur et qui, pareil, voilà, s'organise, travaille pour réussir ça et c'est encore un autre niveau. C'est que de l'organisation, vraiment. Et je rajouterais sur l'aspect, le fait de sortir aussi un petit peu de ce contexte aussi de notre sport, de la pression, c'est bénéfique en fait. Ça permet, et chacun a son rythme. Et tu dis, les autres m'ont regardé, mais il y en a d'autres qui le faisaient aussi. Chacun a son rythme, chacun a sa manière. On peut s'intéresser à des projets, à n'importe quel qu'ils soient. Et ça nous permet déjà de rencontrer d'autres personnes, de sortir un petit peu de notre monde et d'être mieux. Moi, je sais que ça m'a développé, mais en plus, ça permet de décompresser un petit peu, quoi. Donc, vraiment, c'est bénéfique, hein. On a l'image que c'est impossible, que c'est prenant, mais c'est pas tout le temps le cas, hein.
Quand on veut être présent dans autant de domaines comme tu l'étais, même si on est un génie du commerce, on fait parfois peut-être des investissements un peu moins pertinents que d'autres. Que t'ont appris ces premières années d'entrepreneur par rapport à ça? Déjà, ce qui est important, c'est bien s'associer parce qu'évidemment, lorsque tu dis je vais le resto, l'agence IMO, et en fait, je suis associé, mais je ne travaillais pas à temps plein. Je faisais juste, voilà, je me tiens au courant, je vois l'évolution des choses, j'amène ma pierre à l'édifice dans le réseau, la communication, mais aussi dans les échanges sur vers quoi on va et sur quoi on va avancer. Donc il y a cette notion d'associé qui est importante. Et après, bien sûr qu'il y a des prises de risques et que ça marche pas tout le temps et tout n'a pas marché. Il faut savoir le mesurer au départ parce que c'est ça qui est le plus important. Et ensuite faire en sorte que on ait une vision, une ligne commune et qu'on s'y tienne. Après, la vie fait que c'est pas toujours le cas. La situation actuelle dans laquelle le pays est en général n'est pas tout le temps facile, mais il faut saisir ces moments-là pour en tirer le meilleur possible. Donc, bien sûr qu'il y a des échecs, mais comme dans le sport, hein, ben, on gagne pas tout le temps. Mais c'est aussi ça qui amène un peu d'excitation, d'adrénaline, on va dire, dans ces projets. Aujourd'hui, tu es à la tête de Factory Club. Est-ce que tu peux me dire comment est né ce projet et en quoi ça consiste? Bah, c'est surtout né d'une idée de mes associés qui était une société de conseil, de stratégie et qui côtoyait beaucoup d'entrepreneurs et qui est venu me voir en me disant, ben voilà, on voit un petit peu le parcours que tu as, un petit peu ce profil et on croit beaucoup aux sportifs investisseurs. Et donc, ils ont développé et on a ensuite développé ensemble une plateforme en ligne qui permet à tout entrepreneur qui a une idée, qui veut se structurer, développer son idée, de venir sur notre plateforme. On les accompagne, on leur offre de nombreux partenariats et on va les amener devant des investisseurs. Alors, pas que les sportifs, mais notamment les sportifs. Pourquoi? Parce qu'on pense que les sportifs sont des vrais catalyseurs et des accélérateurs de projets, ne serait-ce que sur de l'investissement potentiel, mais pas que, en étant ambassadeur, en ouvrant son réseau. Et je dis souvent, moi je m'en rends compte, nous sommes un peu des briseurs de glace. On peut discuter parce que dans nos métiers, et je prends vraiment le sport de haut niveau, je parle pas que du sport professionnel, parce que le sport professionnel, c'est souvent qu'il y a de l'argent en retour. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne sont pas payés et qui font des efforts bien plus grands que certains sports. Et il y a cette capacité mentale à s'accrocher, à persévérer, à atteindre des objectifs. Et tout ça, ce sont des compétences que les sportifs ne se rendent pas compte qu'on détient. Et apporter ça à des entrepreneurs, des startups, des gens qui ont des idées, qui sont des fonds, en levée de fonds et qui vont développer quelque chose, ce maillage-là, cette rencontre-là nous a paru assez évident et se dire, mais il faut développer ça. Donc, c'est un petit peu notre idée de base. On a beaucoup développé sur plein d'aspects et j'encourage les gens, s'ils écoutent, à aller voir notre site factoryclub.fr pour comprendre un petit peu tout notre concept. Mais on veut même ouvrir après l'investissement à tous, à toute personne qui se dit, ben, j'ai envie de rentrer dans un projet, de me diversifier un peu. Alors, c'est à moindre coût. Alors, c'est risqué, mais c'est un peu moins important sur les investissements. Mais apporter aussi de sa compétence. Et on se développe bien et on a de nombreuses startups même qui sont déjà en cours, qui sont levées de fonds, qui ont du chiffre, mais qui viennent nous voir en disant cette idée de rentrer des sportifs dans notre board, ça nous intéresse parce qu'on est persuadé qu'ils peuvent nous apporter. Donc ça se développe bien, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. La reconversion, c'est un sujet incontournable pour les rugbyman de haut niveau. Et toi, tu as investi dans ce business-là. Est-ce que depuis que tu as développé ce projet, tu as des coéquipiers, des anciens coéquipiers, même des adversaires qui te contactent, que tu orientes vers Factory? Ouais, bien sûr qu'on en a et on en a même qui vont nous rejoindre dans l'aventure Factory. Ah, Et donc bien sûr que j'en ai qui sont contactés en disant ouais, ça m'intéresse parce que je voudrais me diversifier un petit peu cette idée, voire l'idée de se reconvertir, c'est complètement le mot, en disant parce que notre discours est simple, c'est viens mettre le pied, viens rencontrer des gens, viens mettre le pied dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que je fais. Ça a été hyper enrichissant pour moi avec de rentrer dans cette aventure factory parce que mes associés m'ont beaucoup apporté, parce que j'échange et parce que, alors, à mon rythme, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je vais y passer une fois par mois ou par semaine, voilà. Eh bien, ça me permet de me développer et surtout, voilà, de commencer à comprendre comment ça marche pour l'après et peut-être de trouver un projet qui me corresponde dans lequel après je vais travailler. Voilà, c'est toute cette idée-là. Et donc oui, il y a des coéquipiers dans le rugby, mais pas que dans le rugby. Maintenant, on a plein de sports, que ce soit le hand, le foot, le volley et j'en passe, le triathlon. Enfin, là, tout ça, je le cite comme ça, mais ce sont des sportifs avec qui on est en contact et qui sont intéressés, ouais. Ça c'est bien, tu vas me les envoyer pour le podcast là. Ouais, voilà. Pourquoi pas. J'ai une question que je pose à tous mes invités dans ce podcast, mais à toi, je vais devoir un petit peu l'adapter, tu vas comprendre pourquoi. Si tu devais définir Kélian Galtier, le chef d'entreprise, il serait plus proche de Moed Altrad ou François Rivière, les deux présidents que tu as connus dans ta carrière pro à Montpellier-Perpignan? Les deux ont chacun leur façon de mener les choses, mais on n'est pas sur les mêmes valeurs, les mêmes niveaux
on va dire, d'évolution de société. Donc, et en plus, je peux même pas juger de leurs compétences dans leur domaine parce que de toute façon, en tant que président de club, ils ont une autre casquette. Donc, je peux même pas me comparer là à ces gens. Tu connais ce bruit, c'est la sirène. Dernière possession, Ouais. il y a un bonus à aller chercher, alors pas d'en avant, on botte pas en touche. Tu as joué 11 ans à Montpellier et la principale critique qu'on a pu faire au club du MHR, c'est son côté froid, très froid. On a parlé de l'épisode du barbecue de 2016, peut-être du manque de reconnaissance des grands anciens comme Trinduc ou Edrago ou toi. Il y avait aussi la fin très compliquée avec Fabien Galtier et Moed Altrad, ils se parlaient plus. Est-ce que ça a pu t'attrister qu'on associe ton club de cœur à ces aspects-là, pas forcément positifs et bien souvent aussi liés à la personnalité du président Moed Altrad? Bah, oui, ça attriste, mais après, on récolte ce que l'on sème, en fait. Enfin, je veux dire, il y a pas de fumée sans feu. Montpellier a eu cette image, mais parce que ils se sont développés comme ça. Moi, j'ai souvenir quand je suis arrivé à Montpellier, la direction qui était en place avant, on avait l'image d'un club formateur, d'un club. Tout l'inverse. Mais Montpellier n'évoluait pas au même niveau aussi. Montpellier aujourd'hui est devenu quand même un club fort de top 14. Donc après, ce sont des décisions et puis voilà. Mais le sport est un vecteur social, donc il faut pas oublier ce qu'on véhicule, ça c'est évident. Après, ça reste, comme j'ai dit depuis le début, du rugby professionnel avec l'atteinte d'objectifs. Maintenant, il faut tenir compte, voilà, de tous les aspects. C'est clair que Montpellier a cette image-là, ben, c'est comme ça, ils ont cultivé ça. Eh ben, ils auront du travail à faire pour la changer, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça me regarde plus. Moi, je suis à Perpignan et l'image de Perpignan a aussi d'autres côtés. Enfin voilà, hein, je vois souvent, on peut être critiqué et critiquable sur certains aspects, mais c'est la vie d'un club, quoi. Après, voilà, c'est pour moi. Alors les joueurs, bien sûr, font partie de l'évolution d'un club et de la manière de se comporter, de ce qu'on représente. Mais les équipes dirigeantes aussi, c'est leur rôle de faire avancer un club avec une vision, avec où est-ce qu'on veut aller et essayer de l'atteindre. Et ça, ça manque peut-être un peu dans certains clubs des fois. Ouais. Il y a des clubs qui sont, alors de l'extérieur en tout cas, qui semblent bien mener leur barque et qui semblent bien structurés. Voilà. Donc c'est faisable, c'est possible. Hein. En signant à Perpignan, tu as intégré aussi forcément le risque de relégation. Est-ce que ça veut dire que Ouais. toi, quoi qu'il arrive, tu es prêt à accompagner ce club en Pro D2 s'il venait à descendre? Je suis sous contrat l'année prochaine, donc oui, on a une ambition qui est de rester et on va tout faire pour. Bien sûr. C'est dur tous les week-ends, malheureusement. D'un week-end à l'autre, on peut passer de grandes joies à de grandes, grosses déceptions. Mais il reste 5 matchs, et pas des moindres. Mais bien sûr que cette idée de la relégation, elle est présente et on veut tout faire pour pas y aller parce que Perpignan, depuis quelques années, on fait preuve quand même d'abnégation, de jeu et je pense qu'on a vraiment notre place dans ce top 14. Et Perpignan, en tant que club tel qu'il est, se doit d'être en top 14. Voilà, on a un public formidable, on a une ville qui est dévouée, on a un très beau stade et il y a une histoire de ce club qui doit être en première division. C'est obligé, voilà, on n'a pas le choix. Tu as 31 ans, donc tu es tout sauf vieux. Ouais. Mais, Merci, c'est gentil. bon, malgré tout, tu as peut-être un peu plus d'années derrière que devant. C'est sûr aussi. Comment et peut-être quand tu la vois, cette fin de carrière sportive? J'ai presque envie de dire, je fais au jour le jour depuis que j'avais eu ma commotion, etc. Et je suis content que ce soit enfin terminé et je m'épanouis. Et en plus, enfin, vraiment, j'ai retrouvé des très bonnes sensations. Je ne ferme la porte à rien et on avance. Voilà. Donc, tant que je prendrai du plaisir, je continuerai. Voilà. Je pense que c'est la chose la plus importante que je garde en tête. Et pour l'instant, je me suis pas. Enfin, la vie d'après est longue encore, donc je profite du rugby. J'ai des projets pour après aussi, c'est sûr, parce que je suis comme ça de toute façon. Mais voilà, je profite. C'est la chance d'être un sportif professionnel et ça, je l'englobe. Voilà, sportif ou sportif de haut niveau. Voilà, d'évoluer à un haut niveau, c'est rentrer dans des stades pleins, c'est avoir une adrénaline qui est forte et tant que je peux vivre ça sur le terrain, j'essaierai. Voilà. À un moment donné, tu avais pensé aller aux États-Unis. Est-ce que cette idée-là Ouais. du grand large, elle est encore dans ta tête ou ça t'a quitté? Non, non, j'y pense. J'étais allé voir parce que ça peut être une opportunité de vie, d'aventure humaine, enfin d'aventure personnelle. Quand j'ai engagé ce process, entre guillemets, quand je l'ai évoqué, bien sûr que j'y pense parce qu'en plus, je suis allé voir et ça se développe bien, c'est intéressant.
Donc, je ferme la porte à rien. Puis c'est pays du business là-bas, alors tu seras dans ton élément. Ouais, bah, mais bon, mais je me suis renseigné sur tous les aspects. Oui, c'est le business, mais faut se faire son trou. Il y a plein de données à prendre en compte quand même pour développer des choses, mais évidemment que aussi, c'est un pays, bon, c'est particulier. Ils sont ce qu'ils sont. Il y a des opportunités aussi. Voilà. Bon, après, le rugby, comme tu l'as dit, c'est un petit monde. Si tu vas aller à l'étranger, t'as le Japon, t'as les États-Unis, et puis après, voilà quoi. Mais il y en a pas beau, il y en a pas 50 quand même. Voilà. Malheureusement, c'est dommage, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Kylian, d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. On va évidemment croiser les doigts pour toi et pour De ton rien. club dans cette course au maintien très difficile. Puis, permets-moi de te souhaiter encore plein de succès dans les terrains du sport et du business. C'est gentil.